Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour explorer le sujet de la théorie d'intégration de Riemann. C'est un sujet qui est assez fréquemment abordé en première année ou second semestre. C'est un sujet relativement important parce qu'il va changer complètement votre paradigme, votre vision sur le calcul différentiel. Avant d'avoir fait ce chapitre, on a tendance à croire que le calcul d'intégrale c'est juste trouver des primitives et des techniques d'intégration, et que l'intégration se résumait au calcul d'intégrale. Mais le calcul d'intégrale est une petite branche de l'intégration. L'intégration est une science beaucoup plus vaste, qu'on appelle théorie de la mesure, qui va tenter au mieux pour le mieux d'estimer la surface d'une courbe. Ici, la grande question, ce ne sera pas de savoir calculer l'intégrale, mais ce sera plutôt de savoir est-ce que la fonction est intégrable. C'est ça la question qu'on va devoir répondre. Et pour le savoir, on va faire de la théorie de la mesure. Il y en a plein de différentes. Vous avez là on va aborder celle de Riemann, mais vous avez celle de Lebesgue qui est très importante, qui est abordée en deuxième, troisième année. D'autres comme l'intégrale, une généralisation de celle de Riemann qui est l'intégrale de Henstock-Kurzweil ou l'intégrale de Wigner en processus aléatoire, et même des intégrales fonctionnelles en physique quantique. Bref, c'est vraiment un domaine hyper vaste. Aujourd'hui, on va vraiment voir simplement comment mesurer selon Riemann. Pour commencer, avant d'aborder la théorie de Riemann en elle-même, il faut savoir ce que c'est qu'une subdivision. Toujours, quand on va essayer de savoir si une fonction est intégrable, on va essayer de le savoir sur un intervalle donné, parce qu'elle peut très bien être intégrable sur cet intervalle, mais globalement ne pas l'être sur un ensemble de définitions plus grandes. Une subdivision, qu'on note généralement P ou sigma, c'est juste, vous prenez un intervalle fermé AB avec A inférieur à B, et vous allez le découper en une succession de points. Par exemple, l'intervalle fermé qui va de 0 à 10, vous pouvez le découper en une succession de points qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et dans cette succession de points, vous allez avoir du coup des sous-intervalles. Donc l'intervalle qui va de 0 à 1, l'intervalle qui va de 1 à 2, l'intervalle qui va de 2 à 3. Et ces sous-intervalles, ils ont une certaine largeur qu'on va appeler delta x. Pour savoir généralement comment, on appelle ça du découpage, comment savoir la largeur de vos intervalles, vous faites b moins a divisé par le nombre de points dans lequel vous voulez découper l'intervalle. Donc vous pouvez l'appeler n. Parallèlement, une partition, c'est dans la même idée. Une partition, quand vous avez une subdivision P, ça va être simplement la réunion de tous vos sous-intervalles. Donc vous avez découpé votre intervalle en une succession de points qui a formé des sous-intervalles, et la partition, c'est juste la réunion de ces sous-intervalles. La condition pour que ce soit une partition, c'est que la réunion de ces sous-intervalles couvre tout l'intervalle. Il n'y a pas de trou, c'est-à-dire où c'est pas recouvert, ces sous-intervalles ne recouvrent pas l'intervalle, et il n'y a pas non plus de débordement. Ça doit vraiment recouvrir justement l'intervalle. Et aussi que les sous-intervalles que vous allez avoir, lorsque vous allez les réunir, ils ne doivent pas se chevaucher les uns sur les autres. Si vous avez une largeur d'intervalle régulière, on dit que vous avez une partition régulière dans votre subdivision. Une fois qu'on a compris ça, on peut aborder la technique de la mesure selon Riemann. Le principe, c'est que Riemann va prendre une courbe et va faire prendre une succession de rectangles en dessous de cette courbe. Et il dit, calculer l'aire de cette courbe, ça revient à calculer la somme des aires de ces rectangles-là. Chacun de ces rectangles a une largeur de delta x. Delta x, c'est la largeur de votre sous-intervalle, xi, xi-1. La hauteur de votre rectangle, ou la longueur, comme vous l'appelez, ce sera un point ci, donc que vous allez prendre dans l'intervalle xi, xi-1 ouvert, car ça ne doit pas être égal aux extrémités pour éviter les doublons, et vous allez prendre l'image de ce point ci qui est dans xi, xi-1, et ça va définir la hauteur de votre rectangle. Et donc si vous voulez calculer l'aire de ce rectangle, vous allez faire longueur fois largeur. Donc f de ci fois delta x, delta xi. Et du coup, si vous voulez l'aire totale de la fonction, de la courbe, plutôt, ce sera la somme de l'aire de tous ces rectangles-là. Donc la technique de Riemann, on voit que la précision va dépendre de la subdivision que vous faites. Plus vous allez avoir de points, plus vous allez pouvoir avoir de petits rectangles,
Et plus vous aurez de rectangles, plus votre estimation de la surface de cette courbe sera précise. On va voir après comment on obtient ces rectangles. Ces rectangles, ils sortent pas de nulle part. Ils viennent de la notion qu'on appelle de fonction en escalier. Une fonction en escalier, c'est assez simple comme notion. C'est un type de fonction qui va être constante sur un intervalle ouvert xi plus 1. Elle va être constante égale à une valeur et à l'intervalle suivant, du coup xi plus 1, xi plus 2, elle va valoir une autre valeur, mais sera aussi constante sur xi plus 1 et xi plus 2. Mais comment savoir justement la valeur pour chacun des intervalles de la fonction? C'est justement ce qui va différencier les fonctions en escalier. Vous avez deux catégories. Vous avez la fonction en escalier inférieur et la fonction en escalier supérieur. La fonction en escalier inférieur, on l'utilise quand on veut avoir une estimation de l'aire pour ne pas trop surestimer l'aire. Donc on va se dire, ok, je ne veux pas trop surestimer, donc ma fonction en escalier, elle va être constante sur l'intervalle xi plus 1, mais je vais prendre la valeur pour la valeur minimale de la fonction localement sur xi plus 1. Localement, sur cet intervalle, la fonction d'escalier, elle va prendre la valeur minimale de la fonction. Elle va rester constante à la valeur minimale de la fonction. Elle va passer à l'intervalle suivant. Elle va prendre la valeur minimale de la fonction sur cet autre intervalle et elle va rester constante encore. Et si vous la reproduisez sur un ordi ou sur n'importe où, vous allez voir que ça va former une succession de rectangles en dessous de la courbe qui ne va jamais déborder, qui sont ici représentés par des rectangles bleus. Et ainsi, si vous voulez l'aire de la courbe, il vous suffit simplement de sommer l'aire de tous ces rectangles. Et vous voyez que ce n'est pas une estimation parfaite parce qu'on a tous les rectangles ne recouvrent pas toute la courbe. Donc là, on va prendre une autre estimation qu'on appelle l'estimation supérieure. Là, on va se dire que on va essayer de ne pas sous-estimer la courbe. Donc on va déborder, on va créer des rectangles qui vont littéralement être au-dessus. Et comment on fait ça? On pose une fonction psi de x qui va, sur chaque intervalle xi plus 1, avoir la valeur maximale de la fonction sur cet intervalle. Elle va prendre la valeur maximale de la fonction, elle va rester constante sur l'intervalle xi plus 1, et au suivant, elle va faire la même chose. Et si vous avez ça, les rectangles qui vont être générés vont être au-dessus de la courbe, et vous allez avoir une surestimation. Donc là, on voit que concrètement, ce n'est pas une estimation parfaite, parce que vous voyez que l'aire qui est donnée par la somme des surfaces de ces rectangles est plus grande que la surface réelle de la courbe. Pour l'intégrale inférieure, on prend le suprémum justement parce qu'on veut estimer l'aire de la fonction par le bas. Et donc pour faire ça, on va prendre à chaque fois, pour chacun des sous-intervalles xi plus 1, la valeur le plus petit des majorants qu'on a. Et donc si vous prenez à chaque fois le plus petit des majorants, donc le suprémum de l'intégrale de la fonction en escalier, vous allez avoir une estimation par le bas. À droite, on prend le plus grand des minorants pour avoir une estimation par le haut de la fonction. Donc là, on va faire un exemple pour essayer d'estimer si la fonction carré est Riemann intégrable sur l'intervalle 0,1. Donc tout d'abord, vous devez avant tout considérer une subdivision sur l'intervalle 0,1. Donc vous allez décomposer l'intervalle 0,1 en une succession de sous-intervalles dont le pas va être défini par b-a sur n, donc une largeur de chaque intervalle de 1 sur n. Et nous, ce qu'on veut, pour chaque point xi, on veut savoir la valeur absolue de xi, donc sa distance par rapport à 0. Donc si vous voulez savoir la valeur absolue, la distance de xi par rapport à 0, à chaque fois, vos sous-intervalles ont une largeur de 1 sur n, donc si vous voulez faire i fois, ça fera i fois 1 sur n, i sur n. Et ensuite, on va prendre un autre point qui est xi-1, mais qu'on va appeler ci ici, et qui sera égal à i-1 sur n. C'est le même principe. On veut savoir ce qui est à l'index i-1, donc la distance que ça a par rapport à 0 d'un point d'un index i-1, donc c'est juste i-1 fois 1 sur n. Ici, il y a un petit carré, mais ça ne se voit pas, je l'ai un peu barré pour que
pour que ça se voit pas trop, mais c'est pas trop grave. Ici, on va essayer d'estimer la lower intégrale. Donc là, je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dis. Donc ce qu'on va considérer, c'est le point CI. Le point CI qui est égal à I-1 sur N. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut la hauteur du rectangle. Donc ce sera l'image du point CI, où CI appartient à l'intervalle XI plus 1, fois la largeur delta X. Et on va sommer tout ça pour avoir la lower intégrale. Alors pourquoi, pour la lower intégrale, on prend CI égale à I-1 sur N? Alors pourquoi justement on prend cette valeur? Eh bien, c'est dû au fait que la fonction carré sur l'intervalle 0,1 est strictement croissante. Donc, si vous considérez un intervalle fermé xi-1, xi, si vous voulez le rectangle le plus haut possible, mais qui ne dépasse pas trop la courbe, vous allez prendre le point d'indice xi-1. Donc juste avant xi. Pourquoi? Parce qu'à la valeur suivante, à xi, vu que la fonction est strictement croissante et va croître assez vite, vous allez assez vite vous retrouver avec un rectangle qui dépasse la courbe. Et donc ça vous fera une estimation supérieure, ce qu'on verra après. Donc là, il y a une petite faute de frappe. Juste en bas, il manque les parenthèses autour du i-1 et il manque le n carré. Donc normalement, c'est i-1 le tout au carré sur n carré, fois 1 sur n. Et ensuite, vous sortez le 1 sur n cube, vu que c'est une constante, et vous vous apercevez que vous sommez pour i allant de 1 à n, les i-1 le tout au carré. Si vous faites un simple changement d'indice, vous avez que vous sommez pour j égale à 0 jusqu'à n-1 les j carrés. Et ça, c'est une identité remarquable qu'on peut, et il y a une formule qu'on peut appliquer, et qui va nous permettre d'arriver à une expression dont on pourra déterminer la limite. En appliquant la formule, vous avez que la somme pour j allant de 1 à m des j carrés, c'est ça. Vous l'appliquez sur Sn, votre somme inférieure. Pourquoi c'est inférieur? Parce qu'on a choisi un point CI qui est égal à xi moins 1, équivaut i-1 sur n, parce que la fonction est croissante sur xi moins 1 xi, et qu'on ne veut pas avoir un rectangle qui dépasse trop la courbe, et donc on ne va pas prendre xi. On va juste prendre xi moins 1. Comme ça, on est sûr d'avoir un rectangle qui est en dessous de la courbe. Et donc au final, vous avez cette expression. Et vous avez juste à calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Et donc ensuite, vous allez juste factoriser par le monôme du plus haut degré en haut et en bas. Et vous allez calculer la limite. Et vous allez tomber que on a une limite de 1 tiers. Quand on calcule l'air en considérant une fonction en escalier inférieure, donc une intégrale inférieure. Si vous voulez l'intégrale supérieure, vous prenez votre intervalle xi-1 xi et vous allez considérer le point xi. Vous serez sûr que si vous prenez le point xi et que vous calculez l'image, vous allez avoir Vous allez ensuite faire de la même manière pour la upper intégrale, sauf que là, au lieu de considérer xi-1 qui était justement dû à la croissance de la fonction carré, un rectangle qui était en dessous de la courbe, vous allez considérer xi qui sera du coup plus grand que xi-1, et donc ce point là, la fonction aura une valeur plus grande et vous aurez un rectangle qui dépassera la courbe et vous aurez une estimation supérieure. Vous faites le même calcul, donc vous remplacez juste f, donc ce ne sera pas ci qui sera f de ci qui vaudra i-1 le taux sur n le taux au carré, mais f de xi qui vaudra i sur n le taux au carré. C'est juste du développement de somme, un petit calcul de limite. Comment savoir ensuite avec ça que la fonction est Riemann intégrable? Eh bien, il faut vous apercevoir que la condition qui doit être respectée est que votre lower intégrale est égale à votre upper intégrale. Si vous trouvez le même résultat pour les deux points différents, donc pour votre estimation inférieure et supérieure, ça veut dire qu'elle est intégrable au sens de Riemann. Si elle est différente, si les deux résultats sont différents, ça veut dire qu'elle n'est pas intégrable. Pourquoi? Parce que vous aurez beau ne pas sous-estimer la fonction et de pas trop la surestimer, vous n'avez pas d'estimation de l'air. Ça veut dire que la fonction ne peut pas s'estimer simplement comme ça.
Lorsque vous avez démontré qu'une fonction est Riemann intégrable, il y a toujours des critères pour être aussi Riemann intégrable. Donc là, le critère, c'est que LF est égal à U de F, mais il y en a un autre qui est beaucoup plus formel, qui est pour des démonstrations beaucoup plus abstraites, c'est le critère de Cauchy. Si vous avez une fonction f qui est encadrée par deux fonctions en escalier, une fonction en escalier inférieur et une fonction en escalier supérieur, pour tout epsilon à 0, donc pour tout indicateur de précision supérieur à 0, donc c'est une toute petite longueur, eh bien l'intégrale de psi, donc l'intégrale de la fonction en escalier moins l'intégrale de la fonction en escalier inférieur est inférieure à epsilon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut simplement dire que si vous avez une fonction qui est encadrée par deux fonctions en escalier inférieur et supérieur, à ce moment-là, vu que ce sont des estimations qui sont censées être égales, genre LF est égal à U de F, dans ce cas-là, l'aire de ces deux fonctions en escalier est censée être très proche. Donc si c'est très proche, ça veut dire que si vous faites la différence entre l'intégrale de psi et l'intégrale de phi, on est à un chouïa près, donc à un epsilon près. Ce sont deux fonctions qui estiment presque l'aire, à un epsilon près. C'est juste ce que ça veut dire. C'est littéralement la même idée que la lower intégrale est égale à la upper intégrale, mais de façon plus formelle. Et enfin, une fois que vous avez justement démontré qu'elle est Riemann intégrable, il y a plein de propriétés qui en découlent. Vu que c'est intégrable, vous pouvez les vérifier en vous appuyant sur les définitions. Donc les définitions les plus importantes, c'est la définition de la condition d'être LF égale à U de F et aussi la critère de Cauchy. Vous voyez que le théorème de monotonie qui vous dit que si vous avez une fonction f qui est plus petite qu'une fonction g qui donne des valeurs plus petites, forcément l'aire de la courbe de cette fonction f sera plus petit que l'aire de la courbe de la fonction g, vu qu'elle donne des valeurs plus petites. C'est le théorème de monotonie et il se démontre avec les propriétés d'intégration de Riemann. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un sujet assez abstrait, ça demande un certain effort, donc c'est normal si il y a des difficultés à comprendre ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Thank you.